Voilà, merci de prendre place rapidement. On va essayer de ne pas prendre trop de retard, d'autant que nous avons une après-midi chargée, avec dans une petite heure une séquence consacrée à la manière de contribuer ensemble au développement durable des territoires, séquence qui sera conclue par Jacques Mézard. Alors, traditionnellement et statutairement, la première séance plénière, après les ouvertures officielles, est consacrée à présenter le rapport au Congrès. C'est pour cette raison que je vais appeler Frédéric Paul, le délégué général de l'USH, et je vais appeler également les présidents des fédérations à venir prendre place à cette tribune derrière moi, à savoir Alain Cacheux, Valérie Fournier, Denis Rambaud, Yannick Borde et Marie-Noëlle Lindemann. Vous pouvez les applaudir. Vous allez, voilà, installez-vous. Frédéric Paul, évidemment, vous allez prendre un micro. Bonjour à vous. On est là pour parler de ce rapport. Le document a été écrit avant les annonces gouvernementales, dont on ne fait que parler depuis ce matin. Est-ce qu'il est tout de même utile de lire ce rapport ? Il est totalement utile de lire ce rapport parce qu'il est totalement en lien avec cette question de la baisse des APL et de la baisse des loyers. On a choisi le thème du Congrès au début de l'année 2017 parce que ça fait quand même quelques années que nous sommes extrêmement sensibles à cette fracture. Et nous y sommes sensibles parce que nous avons accompagné le développement industriel de la France. Et nous voyons des territoires qui sont les territoires d'industrie, des mines qui progressivement sont touchés par le chômage. Et on voit apparaître une France à plusieurs vitesses et un mouvement HLM à plusieurs vitesses. Ce n'est pas une perspective possible pour la manière dont nous voyons l'universalité du service du logement social. Alors nous avons vu d'un bon œil la création d'un ministère de la cohésion sociale. On se disait que rapprocher la ville du logement, des questions des territoires et des collectivités territoriales, c'était une bonne idée. Et puis tout à coup tombe cette mesure que j'ai qualifiée d'inepte. Inepte, c'est-à-dire à contresens et incompréhensible, qui consiste à dire aux organismes d'HLM « Je veux gagner 1,4 milliard d'APL, vous allez donc baisser vos loyers d'autant ». Pardon de cette question, Frédéric Paul, mais allons-y. Pourquoi est-ce que le HLM doit être une priorité dans la société ? Parce que c'est par les HLM que la question du logement progresse. S'il n'y a pas les HLM, le secteur du logement ne progresse pas. Et vous voyez, la question des territoires, on l'a bien compris, nous, dans notre rapport, c'est une question qui se pose à des échelles extrêmement complexes. La ville, les métropoles, les quartiers, donc des échelles macro, des échelles micro. Et quand on pose la question de la cohésion des territoires, nous, on voit immédiatement la question de la cohésion des emplois et la cohésion des personnes. C'est pour ça qu'on est en train de partir sur une mauvaise mesure. Si ça, c'est possible, on peut en dire deux mots avant que les présidents eux-mêmes interviennent. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas les moyens de cette politique ? Écoutez, la question, il faut qu'on comprenne bien que la question de la baisse des APL compensée par la baisse des loyers est une mesure beaucoup plus complexe que ce qui est contenu dans l'annonce. Pourquoi ? D'abord parce que les contreparties, pour la première partie de la mesure, nous avons fait avec nos services, avec notre direction des études financières, avec les services des fédérations, les services d'autocontrôle, véritablement un travail sérieux. Et nous affirmons que les contreparties n'y sont pas. Les contreparties n'y sont pas, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que ça ne s'arrêtera pas là. Le budget met le pied dans la porte des APL, ça continuera. Et la situation continuera de se dégrader, ce qui signifie que les locataires et les demandeurs de logement, vous vous rendez compte, les demandeurs de logement qui sont aujourd'hui pauvres, une attribution sur deux se fait au seuil de pauvreté. L'APL va baisser, ils rentreront encore plus difficilement dans le parc social. Et puis, baisse des investissements, baisse de la qualité de service, baisse aussi, disparition peut-être d'un certain nombre d'opérateurs, d'abord sur les territoires détendus, parce que ce sont les plus fragiles, qui sont des acteurs de la manière dont ces territoires détendus continuent à fonctionner. Ce sont des donneurs d'ordre importants pour l'industrie du bâtiment. Et nos amis de la FFB doivent savoir que l'emploi sera directement menacé, d'abord sur les territoires détendus. Et puis, nous voyons, je vous l'ai dit, la pauvreté s'aggraver. Et puis, regardons devant. Regardons devant, nous voyons bien que
notre pays va devoir poursuivre ses efforts d'adaptation au phénomène de mondialisation. Or, ce phénomène de mondialisation précarise les nouveaux emplois. Les nouveaux emplois sont des emplois de plus en plus précaires et nous savons, parce que nous le vivons tous les jours, que les HLM sont un dispositif de rappel social. Ce n'est pas le moment de l'affaiblir, c'est pas le moment de l'affaiblir si la France doit s'adapter davantage. Alors Frédéric Paul, je vous entends bien, il y a la question des moyens, on en parle, on va continuer à en parler, mais il n'y a pas que cela. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer globalement la vie des gens dans ces logements ? Par exemple, on commence par les zones qui sont les plus en difficulté, la politique de la ville. Nos présidents nous avaient donné leur accord pour que nous contribuions à porter le NPNRU à 10 milliards d'euros, parce que nous savons quelle urgence il y a de traiter la question des quartiers. Et vous voyez, cette négociation n'a pas pu aboutir. Pourquoi ? Parce qu'au moment où nous étions prêts à conclure, on nous a dit « Très bien, je prends, mais ça ne suffit pas, il me faut aussi 1,4 milliard d'APL ». Situation bloquée. Merci Frédéric Paul. Pour ces mots d'introduction, vous allez prendre place avec les présidents. Vous pouvez applaudir Frédéric Paul, c'est gentil pour lui. Vous pouvez également interréagir, envoyer des textos par SMS. Le numéro va s'afficher derrière moi. Vos textos et vos questions vont arriver sur cette tablette. Je me ferai votre interprète pour les poser et les poser peut-être aux présidents qui ont pris place ici. Alors, on va se mettre d'accord. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Je sais que ça bouillonne, que vous êtes chaud bouillant. Toutefois, je vais vous demander, et je vais être bride courte, d'être relativement concis afin que d'abord chacun puisse s'exprimer, qu'on puisse peut-être vous poser des questions, avoir un peu de débat, et puis afin aussi de pouvoir laisser un peu de place à la séquence qui va suivre. Ça veut dire que je vais être extrêmement sévère sur le timing. Allez, Alain Cacheux, vous êtes président de la Fédération des offices publics de l'habitat. Un mot de commentaire sur ce qu'a dit Frédéric Paul. J'adhère complètement à ce que vient de dire Frédéric Paul. Parce que pour la fédération que je préside, qui regroupe 256 organismes, notamment présents, pas seulement, mais notamment présents dans les territoires détendus, des organismes qui au total gèrent 2 500 000 logements. C'est un véritable coup de massue qui est donné à l'ensemble des offices publics de l'habitat et plus généralement d'ailleurs de l'ensemble des organismes d'HLM, mais je suis persuadé que Valérie Fournier le dira également. Je vais vous donner un seul chiffre. Ce que coûte 50 € par mois, par 12 mois, par 1 300 000 locataires concernés, puisque 54% de nos locataires sont APLisés, c'est 685 millions d'euros. La capacité d'autofinancement de l'ensemble des offices à la fin de l'année 2015, c'est 980 millions d'euros. C'est donc 70% de notre capacité d'autofinancement et donc de notre capacité d'investissement qui est réduite par cette mesure. Bien entendu, je trouve ça pour nos organismes dramatique, mais ce n'est pas là-dessus que moi je veux insister. C'est que lorsqu'on dit que les locataires ne seront pas concernés, je n'ai pas peur de le dire, c'est un mensonge. C'est un mensonge. D'abord parce que la mesure de rabot de 5 € qui avait été annoncée pour 3 mois est pérennisée. Ah, vous êtes censé la compenser en même temps, mais bon. À ma connaissance, elle est pérennisée. Et donc, ça veut dire que si on estimait, en haut lieu, me semble-t-il, que c'était une bêtise, pour prendre un mot poli, une bêtise faite sur 3 mois, on la met à puissance 4 sur 12 mois pendant toute l'année 2018. Premier élément. Deuxième élément, c'est que, très concrètement, je vous l'ai dit, nous avons 54% de locataires APLisés et 98 organismes sur 256 qui vont tomber dans le rouge dès l'année 2018. Ça veut donc dire très concrètement que les organismes, pour limiter la casse, sans que ça soit possible de manière significative, vont être tentés de demander un peu davantage aux 46% qui ne sont pas APLisés, bien entendu. Et, comment j'allais dire, avec ce coup de massue, quelque part, il sera difficile de faire autrement. J'ajoute un autre élément.
J'ai assisté ce matin à une conférence, à une rencontre professionnelle sur la politique de la ville, avec un débat qui est de grande qualité. Et en écoutant ce débat, je me disais, quelle richesse de réflexion qui est menée dans toute cette table ronde. La seule chose, c'est qu'on ne pourra pas le faire. Très concrètement, à partir du moment où vous assommez ce coup de massue aux organismes d'HLM, c'est un coup d'arrêt brutal aux organismes pour la rénovation urbaine. Non pas parce qu'ils seraient mauvaise tête, mais tout simplement parce qu'ils n'en auront plus les moyens. Valérie Fournier, président de la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat. Un mot de commentaire, question ouverte pour commencer. Alors, plusieurs choses. Je ne vais pas revenir sur les chiffres qui sont à peu près comparables à ceux de la Fédération des offices. Donc de ce point de vue-là, les deux familles locatives sont toutes les deux extrêmement en situation de faiblesse du fait de cette mesure. Je pense qu'il faut revenir à une chose. D'abord, arrêter de dire que le logement social n'est pas capable de réformer ou de progresser. Il est depuis 150 ans un réformateur de la politique du logement. Donc c'est la première des hérésies de cette réforme, c'est cette espèce d'idée que nous ne serions pas capables de prendre nos responsabilités. Nous les prenons tous les jours, tout simplement parce que nous les avons dans nos cages d'escalier, nos responsabilités. Et c'est là qu'elles prennent leur source et c'est là aussi qu'elles ont leur sens. Et la deuxième chose, c'est que je pense que le logement social est une politique de pays développés. Donc je pense que quand on porte atteinte au logement social, on porte atteinte à une certaine idée de la France, au pacte républicain et au pacte social qui nous gouverne, et que c'est ça qui est en jeu dans cette réforme. La troisième chose, c'est que je pense que cette réforme, elle pose un problème parce qu'elle met fin à la politique nationale du logement et à la solidarité nationale. Elle y met fin par une règle simple qui est qu'on prend le loyer, qui est la seule ressource directement issue du locataire, et on décide par diktat budgétaire de l'abaisser. Et donc, on sort d'une solidarité nationale qui finance le logement par l'impôt des Français, par des aides publiques, pour devenir une solidarité entre pauvres. Et c'est ça sur lequel nous nous battons. On ne se bat pas pour ne pas faire progresser le modèle, on ne se bat pas même pour ne pas contribuer. Ah, vous avez le droit d'applaudir si vous êtes d'accord. Voilà. Je pense que c'est ça notre sujet et qu'en plus, cette réforme, au-delà du fait qu'elle crée la solidarité entre pauvres, elle crée aussi la solidarité. Parfois, elle fait défaillir les fondamentaux du logement social qui créent une solidarité historique entre les organismes et entre les territoires. C'est aussi pour ça. On ne peut pas accepter que ceux qui ont le plus de population pauvre soient les premiers touchés par la réforme. Denis Rambaud. Bonjour. Bonjour. Alors, un mot de commentaire, non? Le premier direct, en dehors du fait que je suis entièrement d'accord avec ce que Valérie et Alain viennent de dire, l'approche territoriale qu'on peut avoir, c'est que ces conséquences, si ces mesures vont jusqu'au bout, c'est territoire après territoire. Moi, je vais commencer à avoir un bilan des différentes associations régionales. C'est 200 millions d'euros par-ci qui ne seront pas investis, 500 millions d'euros par-ici qui ne seront pas investis. On va avoir un vrai désastre de la construction de logements, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics. C'est la première remarque. Deuxième remarque, à l'heure où l'euro public est cher, où il faut le trouver, comment on peut le mieux le dépenser? Mais c'est parce que sur les territoires, on est en capacité, entre collectivités locales, Action Logement, les promoteurs, les bailleurs bien évidemment et les associations, de monter le système le plus efficace possible. Participé, comme Alain ce matin, à un débat sur la rénovation énergétique chez les bailleurs sociaux en Alsace. Pourquoi on a réussi à faire ça? C'est parce qu'autour de la Caisse des dépôts, les bailleurs, les associations de locataires, les collectivités locales, qui ont encore un peu de sous, on a inventé un système au plus près de la réalité. Vous êtes plus malin que l'État, finalement. Je pense que quelque part, l'intelligence est plus locale. Quand on demande aux énergies locales de se fédérer, on est plus efficace que quand on se réunit dans un bureau à Bercy. Yannick Borde, est-ce que vous allez trouver, un peu grâce aux dernières déclarations et annonces gouvernementales? Vous devinez bien qu'assez peu, c'est-à-dire que le réseau Procivis est sur un métier un petit peu différent puisqu'il est plutôt sur les activités d'accession à la propriété.
Et je pense que pour l'instant, le gouvernement a réussi à faire une chose, c'est-à-dire que tout le monde était d'accord à peu près sur les objectifs, réduire les finances publiques, désengorger, simplifier les normes et le choc de l'offre. Et tout le monde est d'accord pour dire que ce qui est proposé ne marchera pas. C'est-à-dire que la notion de choc de l'offre, aujourd'hui, quand vous venez raboter le prêt à taux zéro, quand vous venez fragiliser les bailleurs sociaux qui sont quand même des gros donneurs d'ordre, quand on connaît la proximité dans un certain endroit, de l'obligation de construire pour un promoteur, de faire appel et d'avoir dans son tour de table à un moment donné des bailleurs sociaux qui ne seront plus là, la notion de choc de l'offre, je pense qu'on n'y est pas, quoi. Donc attention. Et puis, l'autre particularité aussi, sur le volet notamment de l'accession sociale à la propriété, le fait de supprimer le prêt à taux zéro de façon brutale, parce qu'on peut très bien entendre, moi ce qu'il faut qu'on fasse comprendre un petit peu aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas en train de dire qu'il ne fallait rien faire, c'est pas ça. Il y a des choses, le prêt à taux zéro, il a été très ouvert en 2016. Il est open partout, de façon peut-être un peu excessive aujourd'hui. On peut le raboter, on peut faire sortir la frange la plus aisée des gens qui sont éligibles aujourd'hui du prêt à taux zéro. On peut diminuer les quotités. Les conditions de taux d'intérêt qu'on a sur les marchés permettent de faire ça. Mais le stopper, le supprimer de façon brutale au 31 décembre 2017, ça va, fragiliser le secteur économique territorial du bâtiment, ça va fragiliser les opérateurs, parce qu'on a aujourd'hui, les uns et les autres, un certain nombre d'opérations lancées dont on ne sait pas du tout comment on va pouvoir les dénouer. J'insiste aussi sur les opérations d'accession en zone en rue, dans ces quartiers-là, qui sont financées à plus de la moitié par des clients qui bénéficient du prêt à taux zéro. Voilà, c'est cette incompréhension un peu, ou ce sentiment qu'en fin de compte, ce qui est annoncé, c'est tout sauf une loi logement. C'est d'abord des considérations budgétaires auxquelles il faut répondre, et qu'on puise sur le budget du logement pour essayer de les satisfaire. Alors, Yannick Borde parle d'incompréhension. Vous comprenez quelque chose, Marie-Noëlle Lienemann? J'espère pas trop bien comprendre, mais en tout cas, je constate. Nous avions quand même nettement progressé en production de logements, en capacité à rénover, et nous étions prêts, avec Cap HLM, à continuer dans cette direction. Et ça n'était pas antagoniste avec les propositions présidentielles. J'ai encore en souvenir la visite de M. Castaner, qui, à l'Union sociale pour l'habitat, présentant le programme de M. Macron, nous a dit que le budget du logement ne serait pas diminué. Et lorsque notre fédération accueille le Premier ministre du logement du quinquennat, M. Ferrand, aujourd'hui président du groupe La République En Marche, il nous a dit qu'il n'avait pas l'intention de revenir à des énièmes réformes et énièmes lois, considérant qu'en permanence on change les lois, alors même qu'il fallait continuer à rendre plus efficaces les dispositifs d'aujourd'hui. Donc vous avez l'impression d'avoir été roulé dans la farine. Et je veux insister, parce que tout le monde a parlé des APL, tout le monde a compris que les locataires ne verraient pas l'ombre d'une amélioration et plutôt des détériorations, ne serait-ce que dans nos capacités à entretenir ou à faire baisser la quittance-charge par des mécanismes de rénovation thermique, par exemple. Tout le monde a compris cela, mais je veux insister parce que la Fédération des COP, comme nos amis des SACICAP, nous sommes touchés de plein fouet par la réforme du prêt à taux zéro. En supprimant le prêt à taux zéro dans les zones C et B2, nous sommes en train de dire dans 93% des communes françaises, il n'y a plus d'outils publics pour l'accession sociale à la propriété. C et B2, c'est les zones rurales. C'est les zones, pas rurales, périurbaines, etc. Détendues en tout cas. 93% des communes, monsieur Olivier de la Garde. Ce que je veux dire de tout cela, c'est quand vous regardez ces communes, Valérie avait raison de parler de la République, c'est des endroits où les citoyens ont l'impression d'être déjà loin des services publics, d'être déjà oubliés par notre République. Et chacun a bien compris que parfois ça a des conséquences électorales plutôt inquiétantes pour notre République. Dans ces territoires-là, le peu, parce que ça n'était pas ruineux pour la nation, qu'était le prêt à taux zéro, notamment dans le neuf, est supprimé. Et donc la question de l'égalité territoriale, de la promotion sociale pour les catégories les plus en difficulté ou les catégories populaires est percutée par cela. Et donc, je veux insister lourdement sur le fait qu'on nous vend ça sur le développement durable. On ne va plus faire du neuf, on va faire que de l'ancien. Nous avons été les premiers, le mouvement HLM et nos coopératives, à dire qu'il fallait un outil pour la requalification des bourgs-centres ou des villes moyennes. Nos collègues des offices ont parlé des territoires détendus. Et tout cela est rayé d'un trait de plume. On nous fait croire qu'il y aura le PTZ dans l'ancien.
en réalité, ça n'est pas suffisant pour solvabiliser ces réhabilitations indispensables. Alors je conclus sur 2 choses. Qu'on arrête de nous raconter des bobards. L'APL représente 0,8% du PIB français depuis 1996. Il n'y a pas d'augmentation et d'explosion de la dépense budgétaire APL. En revanche, hélas, il y a plus de pauvres et le prix de logement a explosé. D'où d'ailleurs une moins bonne solvabilisation. Et dernier chiffre, nous allons alléger l'impôt sur la fortune de 3 milliards d'euros. Et on va le payer par 1,4 milliard d'euros prélevés. Ben oui, je m'excuse, c'est quand même vrai. Hein? D'un côté, vous avez un problème budgétaire, mais rien n'est trop beau pour alléger 3 milliards d'impôts sur la fortune. Et par contre, il y a tellement de fric chez les HLM qu'on devrait aisément en dégager 1,4 milliard. Et je le dis, ce n'est pas simplement au nom de l'égalité républicaine et de la justice sociale, c'est au nom de l'efficacité économique. Parce que l'argument qui nous est donné, c'est que les Français vont acheter des actions, pas toujours françaises, car on leur a allégé l'ISF. Mais chaque fois que vous avez 1,4 milliard de moins dans les comptes des HLM, c'est tout de suite sur les territoires, le bâtiment, les travaux publics, les entreprises d'entretien qui sont percutés, moins d'emplois, moins de croissance. Et donc c'est un mauvais choix parce qu'il n'est pas l'égalité sociale, c'est un mauvais choix pour des raisons économiques globales pour notre pays. Marie-Noëlle Lienemann, je vais vous dire un truc, hein. Vous devriez faire de la politique. Alors, évidemment, plein de questions, plein de... Je peux vous dire, ils ne dorment pas du tout dans la salle, hein. Ça réagit à fond. Alors, évidemment, je ne vous ferai pas... La salle est avec vous, hein, là, clairement. Il y a également quelques bonnes petites questions. Je vais me faire le porte-parole, alors non pas du gouvernement, j'en serais bien incapable, mais aussi d'un certain nombre de Français qui ne sont pas dans la salle, mais qui ont voté 2 fois au printemps dernier, d'abord pour Emmanuel Macron, ensuite pour lui donner une majorité à l'Assemblée nationale, et puis qui se posent les questions qui peuvent se poser. Alors, allons-y. Le gouvernement souhaite rogner de 5 € l'APL par mois. Il voudrait que vous répercutiez tout cela sur vos loyers. Est-ce que vos loyers sont pas trop chers aujourd'hui? Et est-ce que, après tout, cette baisse, vous parlez de coups de massue, qu'on vous coupe une jambe, est-ce que vous ne pouvez pas l'encaisser quand même? Alain Cacheux? Oui, mais avant de répondre très précisément à la question que vous me posez, auquel je crois j'ai d'ailleurs déjà un peu répondu. Oui. Comment dire qu'on ne nous coupe pas les moyens dont on dispose quand 685 millions d'euros nous sont pris sur une capacité d'autofinancement de 980. Mais je voudrais revenir sur le commentaire précédent que vous faisiez. Vous disiez au fond, les Français, ils ont élu un président de la République et puis une majorité parlementaire. Est-ce que c'est pas légitime qu'ils fassent des propositions? Moi, j'ai écouté le débat sur un autre dossier qui est celui de la loi travail. Et qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu qu'une réforme était légitime quand elle avait été présentée très clairement par un candidat devenu président de la République et qu'elle avait fait l'objet d'une mise en œuvre par la négociation avec l'ensemble des partenaires sociaux. Eh bien, dans le cas précis, aucune des 2 conditions n'est remplie. Moi, j'ai relu, bien entendu, le programme du président de la République. Je l'ai là. Ah, vous l'avez gardé? Absolument. Absolument, c'est le genre de document qu'il faut toujours... Vous attendiez à quelques coups fourrés, sans doute. Donc, je ne sais pas. Non, pas du tout. Ça, franchement, je ne m'y attendais pas. Hein. Mais à aucun moment, l'hypothèse d'une baisse brutale des APL, avec les conséquences pour les locataires, parce que c'est d'abord et avant tout les locataires qui vont être touchés. J'évoquais le coup d'arrêt sur la rénovation urbaine. Ce sont donc les locataires les plus fragiles qui vont être concernés très directement. Donc, très franchement, à aucun moment cette réforme n'a été annoncée. Et on ne peut pas dire que les quelques échanges qui ont eu lieu, à peine des discussions, hein, et sûrement pas des négociations avec le monde HLM, parce que moi je vais vous dire le fond de ma pensée. Sur la brutalité de cette mesure, il n'y a aucune compensation possible à court terme. Aucune.
Hein. Et donc vouloir nous mener en bateau en évoquant les compensations, les premières, ridicules, que d'ailleurs ils n'évoquent plus, en disant le gel du taux de rémunération du livret A. En disant que vos conditions financières sont améliorées. Mais non, ça ne change pas. Ça, c'est de la foutaise. Non, mais c'est de la foutaise, vous avez le bon terme. Non, je vous le mets dans votre, bouche. Inutile de vous dire que tous les directeurs et tous les présidents en lien avec les associations locataires ont fait leur compte. Qu'est-ce que ça représente très concrètement dans les comptes des quelques années qui viennent, hein? On l'a fait sur 8 ans très exactement. Ça représente quelques dizaines de milliers d'euros. 685 millions d'euros qui nous est retiré. Même chose d'ailleurs pour l'allongement des prêts. On n'a pas attendu ça. Hein? Le summum de la tromperie, je le dis très clairement, hein, c'est de laisser entendre qu'au fond, on pourrait étendre et augmenter le surloyer. En oubliant de dire, outre que ça touche des locataires, hein, en oubliant de dire quand même que 85% du montant des surloyers ne sont pas conservés par les organismes, ils sont reversés au Fonds national des aides à la pierre. Donc franchement, hein, quant aux perspectives, moi je veux rajouter un dernier mot sur les pseudo-compensations. Parce qu'effectivement, on essaie de nous faire croire qu'on pourrait vendre davantage. Mais moi je veux le dire avec gravité. Si on pense que l'on peut doubler, tripler, quadrupler, voire même quintupler les ventes de logements. Cela veut dire très concrètement qu'il faut changer radicalement les conditions de ces ventes. Ça veut dire qu'il ne faut plus aucun accord des collectivités locales. Cela veut dire que c'est de la vente forcée à l'égard des locataires qui n'auront pas les moyens ou qui ne voudront pas acheter. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça veut dire qu'on les fait sortir de manière autoritaire. Même chose également. Sur cette question de la vente de loyer, l'argument du gouvernement, qui est non dit, mais qu'on lit entre les lignes, c'est de dire finalement les organismes HLM n'ont pas envie de se séparer de leurs appartements, ils ne font pas suffisamment d'efforts. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Tout simplement que, d'abord, les ventes, on en réalise tout un certain nombre. Et si vous voulez, je vais vous faire... un petit pourcentage quand même. Je vais vous faire une confidence dans les conditions dans lesquelles nous sommes amenés à vendre, mais je vous demande surtout de ne pas les répéter. Hein. C'est que... Allez-y, on est entre nous, il n'y a pas de journalistes. Personne. Voyez-vous, pour vendre des logements, il faut des acheteurs. Eh oui. Et la principale raison, hein, de la modestie des ventes par rapport à des patrimoines qui sont mis plus largement en vente, c'est la modestie des acheteurs, tout simplement, qui n'ont pas les moyens. Alors évidemment, on peut les mettre dehors. Et c'est implicitement ce que nous refusons de faire, mais c'est implicitement ce qu'on nous prépare. Moi, je dis aux locataires, mobilisez-vous, parce que c'est demain ce que l'on annoncera. Allez. Encore une question qui va vous énerver, c'est pas la mienne, elle vient de la salle. Je vais la poser à Valérie Fournier. Le gouvernement voit le logement social comme un échec. J'aurais envie de rajouter un certain nombre de Français considèrent aussi le logement social comme un échec. Pour quelle raison? Ah ben on y va, là, on se dit les choses, hein. C'est difficile parce que moi je considère que c'est une autre chance, mais donc je vais avoir du mal à plaider pour la zone inverse. Je pense que d'abord les Français qui pensent que le logement social est un échec ne se rendent pas compte que c'est notre système et la crise qui met les gens en échec et qu'il se trouve que souvent les gens en échec se retrouvent dans les bars HLM et non pas que c'est le logement social qui crée l'échec. Ce qui est vrai, et on le voit bien à la base de l'APL, cette réforme qui historiquement a été faite en 1977 en pensant que la crise de 1974 allait être conjoncturelle. Et comme le disait un ami il n'y a pas longtemps, on se demandait quand la courbe s'inverserait, 81-82. Bon, eh ben, nous n'avons jamais inversé la courbe, pas parce qu'on n'aurait pas aimé, mais parce que tout simplement, la précarité, la difficulté de l'emploi, les emplois précaires, la difficulté d'accéder et à s'inclure dans la société sont aujourd'hui une donnée de la France sur laquelle il ne faut pas croire qu'elle va s'arrêter. C'est pour ça d'ailleurs que je pense, par rapport à la question que vous avez posée sur les 5 € ou pas les 5 €, le sujet d'abord c'est que ce n'est pas 5 € aujourd'hui, c'est 60 €.
Donc, il y a des choses qui ne sont pas de inflation. la même dimension, ni des mêmes... Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'épate dans cette réforme, c'est ça, au-delà de sa brutalité, c'est sa rapidité. C'est-à-dire que le même gouvernement dit qu'il va mettre 15 ans à faire la prochaine réforme des retraites. Et par contre, il réforme l'APL, un outil de sécurisation qui découle de 1974 et qu'on n'a jamais pu enrayer en 3 mois. Moi, c'est ça qui m'épate. Ici, on est prêt à travailler sur le coût global du logement. On est prêt à revenir, on l'a d'ailleurs proposé, à un système sans APL, bien évidemment. Mais par contre, ça demande de revoir la totalité des mécanismes de financement, ça demande de revoir comment on arrive à un système sans APL, et ça demande de partir des revenus de la personne et de sa capacité contributive, donc d'inverser le système. Pour inverser le système, moi, je ne sais pas faire en 3 mois. Yannick Borde, vous vouliez réagir? Oui, juste un mot sur cette notion d'image de l'échec du logement social. Je crois qu'elle est, elle est peut-être née de quelques phénomènes ici ou là, mais moi qui suis aussi un élu local, on n'a absolument pas... Enfin, les maire de Saint-Berthevin. Voilà, tout le monde sait où c'est maintenant. Non, mais ils savent que ça existe. C'est déjà pas mal. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette image-là sur les territoires. Alors c'est vrai que le problème du logement, je l'ai dit plusieurs fois, il est souvent identifié au contexte très particulier de l'Île-de-France et qu'il faudrait de temps en temps un peu franchir le périphérique pour comprendre comment ça marche. Parce que sur les territoires, ça ne marche pas tout à fait comme sur l'Île-de-France. Il y a un vrai cas Île-de-France, des vraies problématiques Île-de-France. Attendez, c'est pas un peu démago? Non, c'est pas démago. C'est pas dire à Paris, ça veut rien. Écoutez, moi j'ai enfermé. Nous autres, sur le terrain, on a forcément la vérité. Moi, j'ai une autre casquette que certains connaissent ici, qui est celle de président du CIF. J'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'avoir été très souvent à Bercy. Je pense qu'on a affaire à des gens qui sont hors sol. Quand vous leur parlez de ce que c'est que l'accession à la propriété sur les territoires détendus, ce que c'est qu'une reconquête de centre-ville, une reconquête de centre-bourg, ou ce que c'est que la rénovation du patrimoine social ou du patrimoine de copropriété qui est complètement absent des débats, alors que c'est un enjeu majeur depuis quelque temps qui est soi-disant au ministère du Développement durable, et quand vous voyez les gens du logement, ils vous disent que ce n'est pas leur problème, que tout ça, ça viendra en notre temps. Aujourd'hui, il faut arriver à faire une politique du logement qui soit au plus proche des territoires. Donc moi, il faut qu'on arrête de dire que l'image, elle est négative. Il y a certainement ici ou là, je veux bien l'entendre, quelques difficultés qui peuvent ternir l'image, mais sur les territoires, c'est absolument pas l'image du monde HLM. Denis Rambaud, alors je vous ai vu évidemment... Vos moustaches se redressaient quand j'ai dit voilà, évidemment, dans la France, on connaît les vrais problèmes, on sait y répondre, tandis qu'à Paris, à Bercy, dans les ministères, il n'y a que des incompétents. C'est un peu vrai, mais la réalité, c'est quoi? Quand vous êtes demandeur de logement social sur la ville de Paris, sur le territoire de la ville de Paris, vous attendez 10 ans. Quand vous venez à Strasbourg, c'est 12 mois. Quand vous allez à Mulhouse, où je suis élu local, c'est 8 mois. Donc il y a 38 000 demandes de logement chaque année exprimées dans la région Alsace, 14 000 qui trouvent un logement. Si notre image était si désastreuse, il n'y aurait pas autant de candidats, on ne construirait pas et on n'apporterait pas les réponses qu'il faut. Alors ce n'est pas un problème des gens qui savent et des gens qui ne savent pas. C'est le problème de tenir compte de la réalité des territoires qui est différent. Oui, habiter à Paris ou habiter à Strasbourg, ce n'est pas la même chose. Donc j'indique d'ailleurs à beaucoup de Parisiens de venir habiter ici, ils ne mettront que 12 mois pour avoir un logement. C'est quand même un indice de qualité de vie. Deuxième raison, je suis aussi un ancien Strasbourgeois. J'ai fait une partie de mes études à Strasbourg. Vous voyez, on a donc gardé des souvenirs de Strasbourg. Je voudrais juste rajouter... on dit qu'il faut discuter avec les territoires, qu'il faut discuter. Alain et Valérie parlaient de la brutalité de la décision, mais on veut faire travailler les territoires. Un système a été inventé des délégations des aides à la pierre. Le territoire alsacien est entièrement couvert par les collectivités qui ont pris la place de l'État pour les délégations des aides à la pierre. Personne ne leur a jamais demandé leur avis sur les conséquences. Il y a un programme très impressionnant, parce qu'on est à Strasbourg aujourd'hui sur le territoire de l'Eurométropole, il y a un programme très intéressant avec une implication de la collectivité Eurométropole qui est fantastique. Et personne n'a parlé avec l'Eurométropole pour dire, écoutez, c'est gentil, vous mettez de l'énergie, vous mettez de l'argent, demain matin vous arrêtez, et puis en plus votre notation financière pour vos garanties d'emprunt, vous pouvez faire quelque chose. Alain Cacheux a été, je peux aussi dévoiler des discussions avec le Premier ministre. Quand on est dans son bureau avec les collègues présidents, Alain a sorti la situation financière de l'Office du Havre. Je ne sais pas pourquoi tu as sorti la situation financière de l'Office, le pur hasard. La réponse qu'on nous a donnée par celui qui n'est plus maire du Havre, mais c'est pas grave, tout est garanti par la collectivité, c'est zéro risque.
Oui, c'est 0 risque quand on est extérieur, mais pour la collectivité, c'est 100% des risques. On veut mettre en marche. On veut mettre en marche, et je répète vraiment l'expression... N'en dis pas trop, dit Marine Lindemann. Elle dira ce qu'elle en pense, je suis sûr. Ah oui, mais j'ai une question pour elle, juste derrière. On veut mettre les territoires en marche, on veut que les gens soient responsables, autonomes et s'investissent. On est en train de dire aux collectivités, le logement social, ça coûte trop cher au niveau national. Et vous imaginez une seconde que les élus des collectivités locales diront pas, si c'est vous qui le dites, ça coûte trop cher, nous on se retire, on a d'autres préoccupations. D'ailleurs, vous passez votre temps à nous rabioter nos dotations. Bon. Oui, allez-y, enfin, soyez pas... Marie-Noëlle Lindemann, donc j'entendais tout à fait ce que disait Yannick Borde et Denis Rambaud, bref, qu'à Paris, il n'y a que des incompétents dans les ministères, les énarques. Il se trouve que, ça tombe bien, si mes souvenirs sont bons, vous avez été ministre à Paris, à la tête d'une administration avec des énarques en dessous de vous. C'était tous des incompétents, ils ne comprenaient rien à rien? Non, mais l'idéologie de Bercy était déjà, celle de façon rampante, celle qui est en train de s'opérer. Et tout l'effort de la... Le président Dumont s'agite sur son banc. Mais tout l'effort des ministres du logement, de beaucoup de couleurs qui se sont succédés, a été de contrecarrer cette idéologie de Bercy qui est la France dépense trop pour le logement, le marché peut faire son œuvre, il faut qu'on réduise les APL. En croyant que c'est en réduisant les aides à la personne des plus pauvres qu'on allait réguler le marché. Mais d'abord, le nombre d'habitants qui sont à l'APL n'est pas suffisant pour réguler le marché. Mais surtout, on ne s'attaque pas du tout aux raisons de la hausse des loyers. Oui, le mouvement HLM s'interroge sur l'écart entre une partie de ces loyers et les revenus des Français. Revenus des Français, qu'il faut le rappeler, n'ont pas augmenté, voire baissé pour les catégories populaires depuis 15 à 20 ans. Hein, c'est aussi un problème majeur. Bon. Mais par rapport à ça, sur les hausses, qu'est-ce que nous avons proposé? Nous avons proposé qu'on renforce l'aide à la pierre, qu'on renforce les conditions de financement, pas seulement l'aide à la pierre par l'État, mais globalement l'aide à la pierre, qu'on régule le prix du foncier, qui a, il faut le rappeler, 300%, 700% d'augmentation du foncier en 35 ans. Donc c'est ces régulations-là, plus une autre façon de concevoir le financement qui permettrait de baisser les loyers. Or, c'est justement cela qu'on ne veut pas faire. Donc, d'ailleurs, ça n'impacte pas que les loyers, ça impacte aussi les conditions d'accession à la propriété. Les Français sont, alors toutes catégories confondues, obligés de s'endetter de plus en plus pour pouvoir accéder à la propriété. Donc cette économie globale du logement, bien sûr qu'il faut la remettre en cause. Mais c'est les mêmes qui nous ont emmenés dans l'impasse aujourd'hui qui prétendent nous donner les solutions pour en sortir. Parce que c'est les mêmes qui idéologiquement nous expliquaient dans les fin des années 70, fini l'aide à la pierre, fini la régulation du marché, ça coûte trop cher, on va solvabiliser les plus pauvres. Et la solvabilisation des plus pauvres, c'est l'aide personnalisée au logement. Et évidemment, les plus pauvres sont de plus en plus nombreux, le logement est de plus en plus cher, l'APL est potentiellement trop cher. Je donne un dernier chiffre. La très libérale Grande-Bretagne est passée à 1,3% de son PIB consacré à l'aide personnalisée au logement. En France, c'est 0,8%. Alors la libéralisation générale, bonjour l'efficacité. Bon, alors justement, sur le prix, le coût, ce que ça coûte, je vais vous lire une petite phrase, ça ne va pas du tout vous agacer. C'est Gérald Darmanin, chez nos confrères de BFM. On dépense, vous savez, le monsieur est à Bercy. On dépense chaque année 40 milliards pour 4 millions de mal logés. On est les seuls à faire cela en Europe. Il faut faire des économies. Alain Cacheux, qu'est-ce que vous avez à répondre pour vous défendre? Mensonge. Mensonge. D'abord, rappeler que sur les 40 milliards, que ces 40 milliards de dépenses sur le logement correspondent à 67 milliards de recettes pour toutes les administrations publiques, collectivités, États, ce chiffre qu'on ne cite jamais. 40, 42 milliards, 67. Et sur les 40 milliards, plus de 5 milliards sont exclusivement consacrés à la TVA à taux réduit pour les travaux d'entretien sur le parc privé. Et tout ça pour éviter le travail au noir à la demande expresse des artisans. Ça a quand même un lointain rapport avec la politique du logement.
ce qui est consenti aux investisseurs privés, toute disposition, c'est lié, Duflot pas tellement parce que ça n'a pas tellement marché, Pinel, tous ces dispositifs d'amortissement fiscaux hein, pour l'investissement privé. Hein, ça représente également près de 5 milliards. Hein. De la même façon, quand nous, on nous dit mais vous avez la TVA à taux réduit. Oui. Oui, oui. Ça fait partie des questions à la noix. Là. Ah ben ça vient, voilà. Il y a l'impôt sur les sociétés aussi. Voilà, absolument. Comment j'allais dire ça, c'est la Cour des comptes. Oui, oui, pas non, le gouvernement. Non, mais comme Monsieur Delagarde, oui. Quand la résidence principale, et en particulier le logement social, est un bien de première nécessité, est-ce qu'il n'est pas logique de lui appliquer la TVA des biens de première nécessité? Ça me paraît très logique. Quand vous allez chez votre boulanger et que vous achetez votre pain avec une TVA qui est encore plus basse, vous ne dites pas que c'est une subvention au boulanger. Eh non, parce que ce sont des biens de première nécessité, c'est le cas également. Donc, très franchement, quand on nous fait fantasmer, enfin, il faut fantasmer les Français, 40 milliards, on oublie de dire qu'il y en a 67 de l'autre côté en matière de recettes, mais également que ça mélange des carottes et des navets. Hein, et que de ce point de vue-là, c'est bien pratique au niveau... vous savez, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il est à l'arrache, quoi. C'est ça, hein, c'est l'expression populaire. Allez, je vais encore vous énerver. Peut-être Valérie Fournier, il y a longtemps que vous n'êtes pas énervé. Moi, je vais vous dire une chose. Vous êtes assis sur un tas d'or. Vous tous, là. 161 milliards d'encours. Alors qu'il y a 130 milliards de dettes, 161 milliards d'encours, donc on peut vous rabioter de partout. C'est logique. Alors d'abord, si on enlève les dettes, en 130 fait, on milliards. a beaucoup moins d'argent. Donc il reste 31 milliards. Non, je pense que c'est un mauvais procès, et c'est un procès qui est un procès qui ne comprend pas le cycle économique du logement. Le système du logement social, bien ou mauvais, il est fondé sur un système qui est de s'endetter à 35 à 50 ans. Moi, je ne sais pas faire autrement. Et les gens qui ne s'endettent pas à 35 ou 50 ans, ils s'endettent sur les marchés privés à 5 ou 10 ans, en ce moment moins cher que nous, mais durablement beaucoup plus cher. Voilà. Ce qui est le principe même du système, c'est de fonder un système. Et par ailleurs, vous me dites que j'ai énormément de milliards. Je suis un bien de main morte. Je suis un bien de la nation. C'est d'ailleurs ce qui permet à M. Darmanin de considérer qu'il a le droit de nous taxer, nous, mais que par contre, le parc privé, lui, peut continuer à vivre allègrement. Donc, je ne peux pas être d'un côté le bien de la nation et de l'autre côté riche. Je suis désolée. Donc, si je suis riche, d'ailleurs, c'est que la nation est riche et je continue à le penser profondément. C'est pour ça que le logement social est une vraie bataille. Bien, en tout cas, merci à vous 5. Frédéric Paul, on va vous donner le mot de conclusion. Oh. Je suis sûr que vous avez été convaincu par toutes ces bonnes questions que j'ai posées et que vous vous dites finalement que c'est d'excellentes mesures que nous prépare le gouvernement en conclusion. Un mot de conclusion pour reprendre ce qui a été dit, notamment par Alain Cacheux. Le problème que nous avons, notamment sur des zones tendues, parlons de la métropole du Grand Paris, ce n'est pas le logement social, c'est l'incapacité du marché d'être capable de prendre le relais du parc social. Quand vous avez un écart, comme c'est le cas de 1 à 3, c'est exactement ça qui se passe. Je vous renvoie à un observatoire qui n'est pas le nôtre, qui est l'Observatoire du logement de l'agglomération du Grand Paris. Qu'est-ce que nous dit l'Observatoire du logement de l'agglomération de Paris ? Il nous rappelle que le logement intermédiaire, tel qu'il a été conçu, le Pinel aujourd'hui, son rôle devrait être de produire des logements qui soient à 20% en dessous du marché. Allez dans ce qu'on appelle la zone abysse. La zone abysse, c'est la zone qui se retrouve immédiatement après Paris. Vous observerez, ce sont les chiffres de l'OLAP, que le marché est à 16,83 € du mètre carré, quand le Pinel est à 16,50. Pourtant, il y a des avantages fiscaux, etc., etc. Où est l'efficacité de cette partie-là de la politique du logement? Je vous pose la question si vous voulez bien nous répondre. Alors je terminerai en sachant que... Non, mais comme... C'est pas les invités qui posent des questions aux journalistes, c'est l'inverse. Mais si je vous pose des ignorants. Je terminerai en disant que une mesure comme celle dont on discute, cette baisse des APL et la baisse du budget,
nous ne connaissons pas l'étude d'impact. Nous l'avons réclamée, qui aurait pu être conduite par les services de l'administration. Deuxièmement, elle a été engagée sans qu'aucune concertation soit faite avec les parties prenantes. Comment aborder un sujet comme celui-ci sans en parler avec les collectivités locales? Comment aborder un sujet comme celui-ci sans en parler avec les associations de locataires, mais également les associations qui s'occupent de l'insertion? Parce que, on vous l'a dit, avec une réforme comme celle-là, les plus pauvres, ceux qui sont dehors, rentreront encore plus difficilement dans le parc social. Et puis enfin, la dernière mesure, c'est que dans toutes ces discussions technocratiques que nous avons eues, il n'a été question que du budget de l'État. Que du budget de l'État. Alors on peut comprendre que les gouvernants aient le souci du budget de l'État, mais quand on leur dit « nous sommes prêts », comme le président de l'Union l'a fait avec les ministres, comme les présidents aussi, je vous l'ai dit, nos efforts en faveur du NPNRU, quand nous disons « nous voulons bien travailler continuellement sur la manière de renforcer davantage encore notre efficacité », la réponse qui nous est faite, c'est non. Ce ne sont pas des contributions du mouvement HLM que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est réduire la dépense publique. Et réduire la dépense publique, eh bien, vous voyez, on commence par les HLM, on commence par les locataires, on commence par les plus faibles. Merci beaucoup.